Le webinaire d'aujourd'hui concerne les maladies trophoblastiques gestationnelles, sous la coordination des professeurs Adjali, Guéroumi et M. Chafi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme généralité, comme introduction? Donc, les maladies gestationnelles, trophoblastiques gestationnelles, représentent un ensemble hétérogène de pathologies distinctes. Sur le plan distribution géographique, nous avons une disparité puisqu'il y a des pays à faible densité, alors que dans d'autres, il y a une haute fréquence de cette maladie. Ce sont des maladies qui dérivent du trophoblaste périvillositaire. Elles peuvent être dues également, mais pas toujours, à une désorganisation de la fécondation. Et elles se traduisent sur le plan biologique par une hypersécrétion d'ACG. Alors, le travail est organisé comme si, le programme, je le présente. Donc, tout d'abord, Madame Djeraba, Algérie, va nous parler de l'intérêt d'un centre de référence dans la prise en charge des maladies trophoblastiques gestationnelles en Algérie. Puis va intervenir notre ami Cissé du Sénégal, qui va nous parler donc de l'état des lieux de cette maladie au Sénégal. Et on terminera par le traitement médical de ces maladies gestationnelles, actualité par le docteur Idir. Donc, tout de suite, je donne la parole au docteur Djeraba pour nous parler de l'intérêt d'un centre de référence dans la prise en charge des maladies trophoblastiques gestationnelles en Algérie. À vous, Madame Djeraba. Alors, il y a où ma communication? À vous. Vous m'avez entendu? Oui. Vous avez entendu? Oui. Alors, je tiens à remercier tout le monde d'être parmi nous aujourd'hui. Professeur Cissé, professeur Chafi, professeur Guéroumi. À vous la parole. Pour accepter d'être avec nous aujourd'hui pour animer ce webinaire sur les maladies trophoblastiques gestationnelles. Professeur Okid nous a demandé de préparer un travail sur l'intérêt du centre de la plaine de Mitidja dans la prise en charge des maladies trophoblastiques. Les maladies trophoblastiques gestationnelles sont des pathologies rares, hétérogènes et complexes. C'est pour ça que nous avons comme objectif d'améliorer le diagnostic, la prise en charge et le traitement de ces patientes. Un centre de référence des maladies trophoblastiques a été créé pour la première fois en Algérie en 2015, à l'instar des autres centres dans le monde. L'objectif de notre présentation est de montrer le fonctionnement de notre centre, de ressortir les résultats au terme des 5 ans et de faire connaître ce centre au niveau national et international. Le rôle du centre, c'est d'abord éviter les erreurs diagnostiques. Actuellement, il est inconcevable de poser le diagnostic d'une mole ou d'une sans preuve histologique, et aussi, il est inconcevable aussi de suivre des moles sans courbe semi-logarithmique. Le rôle du centre est de limiter le recours aux gestes invasifs et chirurgicaux. Nous savons que les maladies trophoblastiques gestationnelles touchent des femmes âgées, mais touchent aussi les femmes jeunes. Et donc, nous avons le souci de préserver la fertilité. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix limiter le recours aux gestes invasifs et chirurgicaux. Le rôle du centre est de diagnostiquer et traiter aussi vite que possible les formes malignes de cette maladie, vu que l'intervalle entre grossesse précédente et début de traitement est un facteur pronostic majeur et surtout est un facteur où on peut agir et on peut pallier. Proposer aussi dans le rôle du centre une prise en charge adaptée à chaque cas, corriger tous les cas existants dans les régions avoisinantes, connaître cette maladie pour une meilleure prise en charge et surtout aussi discuter et partager avec d'autres centres de référence. C'est ce qu'on fait d'ailleurs actuellement. On discute énormément avec d'autres centres, essentiellement avec le centre lyonnais d'ailleurs. En 1965, le premier centre dans le monde, c'est le centre américain, suivi par la suite en 1975 par le centre créé en Angleterre. Par la suite, en 1999, nous avons le centre français des maladies trophoblastiques dont le président est professeur François Golfier. Alors, de 1999 au niveau justement de ce centre lyonnais, de 1999 jusqu'à fin avril, 7250 morts ont été enregistrés et 1571 tumeurs trophoblastiques ont été enregistrés. 2015, l'installation d'entre centres à la plaine de Mitidja, de 2015 jusqu'à fin mai 2020, 768 moles ont été enregistrés et traités au niveau du centre et 136 TTG ont été enregistrés et traités aussi.
L'historique, en 2015, au congrès de la Société algérienne de gynéco-obstétrique, la SAGO, des recommandations dont la plus importante était la nécessité de création d'un centre. Et de là, nous avons initié les prémices d'un centre de référence, à l'instar des centres de référence dans le monde. Regardez ici la couverture régionale de ce centre. Vous avez le centre situé à Blida et on couvre toutes les régions avoisinantes, à savoir Ain Defla, Mdia, Tissemsilt. On reçoit des patients de Tissemsilt, Chlef aussi. On reçoit aussi un peu plus vers le sud des patients de Djelfa, de L'Rouat. On reçoit du côté est quelques patients de Tizi Ouzou, de Bjaya, et on reçoit de plus en plus de patients des autres régions. Alger, on reçoit beaucoup de patientes de Tipaza et de Babzouar. Le lieu de ce centre, c'est au niveau du service de gynécologie obstétrique à Nitihas Ben Bouali. Le partenariat, on collabore étroitement avec le service d'oncologie du CHU Blida et aussi le service d'anatomopathologie du CHU Blida. Ce centre a été validé par les sociétés savantes, à savoir le Collège national algérien de gynéco-obstétrique et aussi la Société algérienne de gynéco-obstétrique. Il faut savoir que d'une gestion isolée, inadaptée, la prise en charge est devenue multidisciplinaire et collaborative. Le souci est d'offrir des traitements adaptés, utiles en temps voulu, afin de minimiser les complications liées à cette pathologie et liées aussi à ce traitement. Qu'en est-il du fonctionnement de ce centre? On a commencé par contacter les services de gynéco, les médecins généralistes, les DSP, les directeurs des établissements pour nous contacter les différents cas de maladies troublages gestationnelles. La consultation est assurée 2 fois par semaine. Nous recevons de nouvelles patientes pour établir un dossier. On programme les molles pour curetage aspiratif dans le plus bref délai, comme on peut les faire dans le cas d'urgence. Toutes nos molles bénéficient d'une courbe semi-logarithmique où on met les taux de bêta-ACG, on surveille la cinétique des bêta-ACG. Regardez ici, vous avez un exemple type d'une molle identifiante complète. Vous avez le curetage qui se fait ici et regardez ici, il y a une diminution progressive des bêta-ACG jusqu'à négativation. Et puis, après négativation hebdomadaire, il faut avoir quand même 6 taux mensuels pour déclarer la guérison. Vous avez ici un autre exemple de molle partielle suivi au niveau du centre. Le curetage a été fait ici. Et là, on note une diminution progressive des bêta-ACG jusqu'à négativation. Et puis, une fois négativation hebdomadaire, on demande 3 taux et on déclare guérison. La prise en charge des TTG, alors concernant les TTG, on les reçoit tous les jours pour recevoir la monochimiothérapie. Le protocole utilisé, c'est le protocole utilisé par tous les autres centres, c'est le protocole méthotrexate acide folinique. C'est une cure de 8 jours. Vous avez une alternance J1, J3, J5, J7, le méthotrexate, et vous avez le J2, J4, J6, J8, l'acide folinique. Et le J1 revient tous les 14 jours. Le deuxième protocole de monochimiothérapie utilisé aussi dans le centre, c'est l'actinomycine. Il faut savoir qu'il est utilisé en deuxième intention ou bien en cas de résistance au méthotrexate. Le protocole, il est simple, 0,5 mg dose totale, J1, J2, J3, J4, J5. C'est des patientes hospitalisées à notre niveau. Et bien sûr, on termine toujours par 2 cures de consolidation. On donne le nombre de cures qu'il faut jusqu'à négativation et on termine par les cures de consolidation. Vous avez ici un exemple d'une patiente suivie au centre pour prise en charge d'une TTG à bas risque. On a commencé par le méthotrexate, mais vous avez vu ici qu'il y a une résistance, ascension, ici, deuxième ascension, et on passe à l'EMACO. Pourquoi l'EMACO? Pourquoi pas une mono? Parce que tout simplement, le taux de bêta-ACG est très élevé, donc on passe d'emblée à l'EMACO, on atteint la négativation et on continue à surveiller notre patiente. La prise en charge est utilisée au niveau de notre centre. Les TTG à haut risque reçoivent la polychimiothérapie. Le protocole utilisé dans notre centre, c'est l'EMACO. On a utilisé aussi le protocole OPEMA. On a utilisé une seule fois le protocole TOTP dans une forme réfractaire et on a utilisé le protocole EPLAUDOSE dans les TTG à très haut risque. Les patientes présentant des effets secondaires sont hospitalisées au niveau de notre centre pour mise en condition. On collabore étroitement avec les réanimatrices du service, justement pour gérer ces effets secondaires. Vous avez ici un exemple de TTG à très haut risque, mise d'emblée sous EMACO. Regardez ici, la patiente a bénéficié de 5 cures d'EMACO, négativation et en surveille, puisque c'est une TTG à haut risque pendant 18 mois. Le protocole de prise en charge, nous avons travaillé sur des protocoles. D'abord sur le protocole de la FIGO. Vous savez tous qu'actuellement, le diagnostic de TTG, de tumeur troublage gestationnel, est posé sur les TTG post-molaires est posé selon nos critères de la FIGO. On a travaillé essentiellement ces recommandations françaises
Et par la suite, nous avons aussi travaillé selon les recommandations internationales de 2017 où nous avons choisi les éléments qui nous arrangent nous au niveau de notre centre. Et la prise en charge des molles est simple, c'est un curetage aspiratif. Il faut savoir que tout le monde est capable de faire un curetage aspiratif, mais pour les molles du T2, de 16 semaines ou plus, l'idéal actuellement, c'est de faire ces curetages dans un centre de référence par une équipe qui a l'habitude de faire ça et avec un plateau technique assez particulier. La surveillance plus, le problème des molles, ce n'est pas le curetage, on l'a dit déjà, c'est surtout la surveillance afin de détecter justement le passage au stade de concert. Nous savons tous que 10 à 15% des molles complètes passent au stade de concert, 0,5 à 5% des molles partielles passent aussi au stade de concert, qu'on appelle, nous, pas nous, mais tout le monde, tumeur thrombolique gestationnelle. Comme tout cancer, on commence par un bilan d'extension, on établit le score de FIGO et en fonction du résultat de ce score, on traite une chimiothérapie. Hystérectomie a sa place, surtout dans les TTG à bas risque, sans métastase, et la surveillance est là, plus. Alors, le bilan avant l'installation du centre. 64 patientes étaient enregistrées en 2014. 61 molles complètes, 3 molles partielles et 8 TTG. La chimiothérapie utilisée avant l'installation du centre, c'était l'ancien protocole de méthotrexate, 1 mg par kilo en IM, une fois par semaine, parfois chez certaines patientes 2 fois par semaine. Maintenant, pour les MACO, pour la polychimio, on a toujours utilisé les MACO avant l'installation du centre et il y a eu 3 hystérectomies et 1 décès. Le bilan maintenant du mois de mai 2015 jusqu'à 30 mai 2020, 800 patientes étaient reçues au niveau du centre, 768 patientes enregistrées et traitées au niveau du centre, 503 molles complètes, 265 molles partielles et 136 TTG, ce qui nous fait un pourcentage de 18% de TTG, et c'est ce qui rejoint la littérature, c'est entre 15 et 20%. Sur 768 molles complètes et partielles, le traitement dominant a été le curetage aspiratif dans 97%. On a eu 2% de déclenchement par misoprostol et 4 hystérectomies. Il faut savoir que ces hystérectomies, c'était des hystérectomies des femmes âgées, ne désirant plus préserver leur fertilité, avec pour les 4 cas aucun passage au stade de TTG. Maintenant, pour les TTG, 136 TTG ont été enregistrés pendant cette période, pendant une période de 5 ans. Et on est content, on a eu 95% de TTG à bas risque, 129 cas. Et à peine 5% de TTG à haut risque, 7 cas. Alors, pour les TTG à haut risque, 5 sur 7, c'était TTG sur une grossesse non molaire. Donc, on n'a pas grand-chose à faire. Mais les 2 autres cas, c'était TTG sur une grossesse molaire. Collectif du traitement. Alors, pour les TTG à bas risque, sur 129 cas, on a l'abstention pour 3 patientes, chimiothérapie pour 105 patientes et hystérectomie pour 21 patientes. Regardez ici. Alors, l'abstention a suffi à traiter 3 patientes. La chimiothérapie, on a traité 105 patientes. Les 2 protocoles utilisés pour les TTG à bas risque, c'était du méthotrexate pour 98 patientes. Pour les 98 patientes, et en première intention, il y a eu 7 cas qui ont bénéficié d'actinoprimicine en première intention. Pour les 98 patientes sous méthotrexate, le méthotrexate a suffi au traitement des TTG à bas risque chez 91 patientes. Maintenant, 5 patientes ont été obligées de rajouter encore l'actino devant l'apparition d'une résistance. 2 autres patientes ont été obligées de rajouter l'actino et les MACO jusqu'à guérison. Pour les hystérectomies, on a eu 15 hystérectomies de première intention avec bonne réponse et on a eu 6 hystérectomies secondaires. Alors, secondaires, soit après échec à l'hystérectomie, soit après échec aux différentes chimios utilisées pour ces TTG à bas risque. Maintenant, pour les TTG à haut risque, sur 7 cas, on a eu 5 hémaco et 2 méthotrexate. Alors là, c'est les 2 cas de méthotrexate, c'était des patientes sous-traitées, c'était des patientes qui ont été traitées, qui n'ont pas été traitées initialement au niveau de notre centre et qui sont venues par la suite après échec au méthotrexate. Alors regardez ici, nous avons 98% de guérison, 15% de perdu de vue, plutôt 15 perdus de vue et 4 décès. La prise en charge multidisciplinaire, le respect des recommandations nous ont permis d'avoir 98% de guérison, 0,5% de décès sur un total de 768 patientes enregistrées et traitées au niveau de notre centre. Je finis par remercier mon maître, professeur Oukid Mohamed Saïd,
On remercie professeur Bounjar, vu qu'on collabore étroitement avec lui. Professeur François Golfier, où on travaille étroitement avec lui, surtout pour les cas difficiles. Docteur Zomouchi, qui est à côté de moi, et docteur Saïd, où on travaille ensemble, à côté, on discute les cas ensemble. L'équipe des résidents, docteur Laribi, docteur Merzoug, Amimer, Zidou Gaoufek, et les patients pour leur confiance. Et merci. Merci, docteur Djeraba. Nous allons attendre les questions à la fin. Donc, je passe tout de suite, je donne la parole au professeur Cissé, qui va nous parler de la maladie trophoblastique gestationnelle, état des lieux au Sénégal. À vous, monsieur Cissé. Bonsoir à tous. Est-ce que vous percevez bien ma présentation? Très, très bien. Très, très voilà, bien. Je voulais tout d'abord... Ahmed. Je voulais tout d'abord saluer tous mes amis d'Algérie, tous mes collègues, les remercier pour leur hospitalité, parce qu'à chaque fois que je viens en Algérie, que ce soit à Blida, à Oran, à Alger, etc., je suis reçu toujours avec beaucoup de déférence et beaucoup d'attention. Alors, je pense que tous mes collègues savent également quelle affection j'ai pour eux. Alors, je voulais remercier la SAGO pour m'avoir associé à ce webinaire qui concerne une thématique pour laquelle je suis passionné depuis très longtemps. Alors, je vais rebondir un peu sur l'exposé de Djeraba pour dire qu'à Dakar, c'est au début des années 60 qu'a été créé le centre de référence. Donc, vous voyez que ça fait presque une quarantaine d'années maintenant que Dakar essaie un peu de se positionner dans cette problématique des maladies trophoblastiques gestationnelles. Alors, je m'en vais partager l'expérience du Sénégal à travers un exposé qui sera articulé autour de deux parties. D'abord, quelques problèmes de nosologie, parce que pour l'instant aussi, bon, parfois, on n'a pas toujours la même perception. C'est l'une des questions, enfin, c'est l'un des problèmes qui est posé encore par rapport à cette pathologie. Ensuite, je partagerai notre expérience, d'abord par rapport à la mole, qui est une entité particulière, mais aussi par rapport à ce qu'on appelle les néoplasies trophoblastiques. Alors, commençons par les problèmes de nosologie. Ça nous permettra dans les discussions de voir est-ce qu'on a la même perception, disons, de ces questions. Parfois, ça peut influer sur les attitudes thérapeutiques. Alors, nous avons deux grandes entités, donc, les entités bénignes, la mole idatiforme, la mole invasive, qui parfois, à tort, à mon avis, est classée dans les entités malignes, parce que c'est quand même une pathologie bénigne, même si elle a tendance un peu à dépasser les limites de l'utérus. Les entités malignes, nous en avons 4. 3, il y a le choriocarcinome, la tumeur trophoblastique du site d'implantation, et vous avez les tumeurs trophoblastiques épithélioïdes. Alors, pour la mole, on est tous d'accord, c'est une dégénérescence polykystique et hydropique. Je pense que la définition ne pose pas de problème. Même si, comme on l'a vu dans la photo de l'entrée, il peut s'agir d'une mole complète comme d'une mole partielle qui parfois peut évoluer jusqu'à terme. Alors, ensuite, nous avons le chorioadénoma destruens ou mole disséquante, qui est une variété de mole qui est histologiquement bénigne, même si elle a tendance à occasionner un envahissement du myémètre et des viscères de voisinage. Nous avons le choriocarcinome, qui est quand même une pathologie singulière, hein, parce qu'elle est histologiquement primitive, mais elle est topographiquement secondaire, parce que c'est le seul cancer, à ma connaissance, qui se développe à partir d'un tissu vivant à l'état de greffe, parce que le trophoblaste n'appartient pas à l'utérus de la femme. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est histologiquement primitif, mais c'est en fait un cancer secondaire d'un tissu qui était là à l'état de greffe. Alors, on sait qu'il peut guérir totalement et que la femme peut avoir un retour à la fertilité grâce à l'association antimitotique et chirurgie. La tumeur du site d'implantation, c'est une forme rare qui se développe à partir du site d'implantation placentaire et qui fait suite à une grossesse qui s'est développée. Soit c'est une grossesse qui allait jusqu'à terme, ou bien c'est une grossesse qui s'est soldée par un accouchement ou un avortement. Et enfin, la tumeur trophoblastique épithélioïde, à la différence de la précédente, c'est qu'elle elle va survenir plusieurs années après un accouchement normal, après une grossesse normale. À notre expérience, on voit ici donc l'aspect de vésicule molaire classique, de mole complète. Ici, nous avons l'aspect de mole partiel. Alors, c'est un problème de santé publique.
dans les pays en développement en général. Je ne sais pas si l'Afrique du Nord est moins touchée, c'est l'impression que j'ai, que les pays d'Afrique au sud du Sahara et les pays d'Asie. Mais en tout cas, au Sénégal, comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, c'est un problème de santé publique. Alors, vous imaginez une mole pour 200 grossesses contre une mole pour 3000 grossesses dans les pays développés. Donc, vous voyez un peu la différence en ce qui concerne l'incidence. Alors, au Sénégal, on totalise en moyenne 2500 à 3000 moles par an sur l'ensemble du pays, avec à Dakar, disons un ratio de 1 mole pour 8 à 10 avortements. Donc, ce qui montre le poids de la mole dans la gestion des avortements. Alors, une revue de la littérature montre qu'il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Est-ce que c'est racial? Mais ce qui semble se dessiner, c'est que c'est plutôt la pauvreté, globalement, avec tous les déficits nutritionnels qui en découlent, qui vont entraîner des problèmes au niveau des protéines, de la vitamine A, et qui va entraîner des altérations chromosomiques qui, en définitive, vont être à l'origine de la mole, même si il a été suspecté des problèmes infectieux, des problèmes environnementaux qui peuvent influer sur ces terrains. Alors, à Dakar, notre protocole est le suivant. On procède à l'évacuation avec ou sans dilatation. Bon, maintenant, avec la mue et les canules, c'est plus simple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne faisons jamais de curetage. C'est banni depuis très longtemps d'ailleurs. On ne fait jamais de curetage parce qu'on sait que l'utérus molaire est fragile et qu'on peut se retrouver devant une perforation. Ensuite, l'aspiration se fait sous utérotonique, antibiotique. On fait un prélèvement pour un examen histologique. Alors, on fait l'échographie. On ne fait pas forcément une aspiration sous échographie guidée, mais juste après l'aspiration, nous faisons l'échographie. Parce que dans le temps, on faisait ce qu'on appelle la toilette de Brett, que vous connaissez, mais qui avait aussi sa morbidité. Donc là, on fait l'échographie. Si l'échographie est normale, l'utérus est vide, la femme est laissée. Elle va sortir et on débute son exploration et sa surveillance. Par contre, si l'échographie ramène des débris, à ce moment-là, nous, on fait une deuxième aspiration. C'est pour éviter de laisser partir des femmes donc, qui ont des débris, même minimes, et qui peuvent revenir dans un tableau d'infection ou d'hémorragie. Alors, à Dakar, nous nous sommes posé la question, c'est-à-dire que, je vais y revenir dans mon exposé, c'est-à-dire que le fait de faire la surveillance correctement, c'est une chose. Mais on a constaté qu'en faisant la surveillance correctement, on n'influait pas sur l'évolution de la maladie, parce que personne ne peut prédire, même s'il y a des facteurs de risque, que tel mole va faire un chorio. Alors, on a voulu aller au-delà de la surveillance qui permet de faire le diagnostic précoce des évolutions défavorables. On s'est posé la question, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'au-delà de la surveillance, chez les femmes qui ont des facteurs de risque, qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus comme traitement préventif, entre guillemets, pour minimiser le risque d'évolution vers le choriocarcinome. Alors, voilà le profil des évolutions. Nous avons deux profils. Nous avons un profil favorable. On le voit ici. Il y a 3 cas de figure. Vous avez des femmes qui vont négativer précocement. Vous avez des femmes qui vont prendre un peu plus de temps vers la 16e semaine. Et vous en avez qui vont aller au-delà de la 21e semaine. Donc, voilà le profil des évolutions favorables. À côté, vous avez le profil des évolutions défavorables. Vous avez des patientes qui viennent, donc qui négativent très précocement, mais au cours du suivi, après 24 semaines, qui se mettent à réascensionner le taux de bêta-HCG. Deuxième cas de figure, des femmes qui baissent leur taux de bêta-HCG, mais qui, à un certain moment, se mettent à réascensionner, ou bien des taux de bêta-HCG qui baissent, mais à un certain moment restent en plateau. Et je crois que cette évolution défavorable justifie amplement la nécessité d'une surveillance, parce qu'on peut avoir une évolution très favorable au départ, et puis on croit que c'est gagné. Or, cette femme peut développer dans l'évolution, plusieurs semaines après, disons, des complications. Alors, lorsqu'on a appliqué un protocole de surveillance strict au niveau du centre de référence, voilà ce qu'on a obtenu. 75% évolution favorable, 15% ce qu'on a appelé maladie trophoblastique persistante, 10% de choriocarcinome. Aujourd'hui, dans la classification actuelle, on regroupe les 15% de maladies trophoblastiques et 10% de chorio dans ce qu'on appelle maintenant les néoplasies trophoblastiques gestationnelles. Alors, il faut surveiller pendant 2 ans. On a constaté que l'observance était difficile, parce qu'à l'époque, c'était un seul centre à Dakar. Donc, vous voyez des personnes qui habitent dans le Tamba, etc., à des centaines de kilomètres, donc vont avoir des difficultés pour respecter les rendez-vous. D'autant plus que cette surveillance a un coût. Et quand on considère le bas niveau socio-économique, cela aussi peut poser problème. Alors, nous avons dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer justement la compliance. Parce que cette mauvaise surveillance était en partie responsable de patientes qui étaient perdues de vue et que nous
de plusieurs mois avec un tableau de choriocarcinome. Alors, donc, on s'est posé cette question et on a entrepris un peu de faire le point par rapport à ce que nous avons. Alors, on a proposé un nouveau schéma de surveillance. Alors, le schéma classique, c'était 1 semaine, 15 jours. Mais on s'est rendu compte que c'est coûteux quand même, parce qu'un bêta-HCG à Dakar tourne autour de 10 000 francs. Ce n'est pas dans toutes les régions qu'on a des laboratoires pour faire, disons, cette surveillance. Donc, on s'est dit, on va prendre un lot. On va prendre des patients qui vont être suivis avec le protocole habituel qu'on retrouve dans la littérature et un protocole espacé qui répond le mieux à notre situation économique. Alors, donc, on a appliqué un protocole de 6 semaines. Et on a mis en place une étude de cohorte prospective sur 102 cas qui ont été suivis pendant 2 ans. Et la conclusion, c'est que dans les 2 protocoles, l'objectif de cette surveillance, c'est la détection des évolutions défavorables est parfaitement la même. Donc, nous avons conclu qu'un protocole à 15 jours, en tout cas pour nous, a la même valeur, en tout cas la même efficience qu'un protocole à 45 jours. Donc, depuis lors, à Dakar, toutes les molles sont suivies sur ce protocole de dosage de bêta-HCG tous les 45 jours jusqu'à négativation entre tous les mois et tous les 6 mois. Et bien entendu, nous faisons une contraception pendant 2 ans. Et pour les raisons que vous savez, les pilules ostéoprogestatives sont préférées parce que si vous donnez des progestatifs, vous pouvez avoir des saignements. Et ces saignements peuvent faire douter un peu, soit ce sont des effets secondaires de la contraception ou est-ce que ce n'est pas un élément qui indique plutôt une évolution défavorable. Alors, on a appliqué ce protocole, mais on se rend compte aussi que malgré tout, 10% des molles continuer à développer un chorio. Il est vrai qu'avec ce protocole, le chorio était détecté plus tôt, ce qui est un élément important pour la prise en charge. Alors, nous avons fait une revue de la littérature. Nous voulions construire un score qui nous permettrait, disons, d'approcher les femmes à risque. Alors, on s'est rendu compte que, jusqu'à preuve du contraire, donc tous les scores que nous avons retrouvés dans la littérature, en fait, ne s'adressent pas aux maladies trophoblastiques à bas risque, entre guillemets, ce qu'on appelle ça, et c'est des molles simples. Parce que si vous prenez le Bacchao, le Hammond, le Lurin, concerne plutôt ce qu'on appelle les néoplasies trophoblastiques, pour voir si ces néoplasies sont à haut risque ou à bas risque. Mais pour la molle, on n'avait rien. Donc, on a pris le soin d'analyser sur une période de 9 ans tous les cas de molle qu'on a eus. On a pris les molles qui ont évolué favorablement, les molles qui ont donné un choriocarcinome. On a essayé, bon, à travers des trucs statistiques, ce n'est pas la peine de reprendre dessus. Est-ce qu'il y avait des facteurs qui avaient une association statistique avec l'évolution défavorable? On en a trouvé quelques-uns. Donc voilà, ce sont les facteurs qui sont listés ici. Nous avons fait une pondération et voilà un peu le score qu'on a proposé, ce qu'on a appelé le score pronostic de Dakar. Donc chez toutes les molles, après l'expulsion, nous appliquons ce pronostic en faisant une cotation. Vous voyez les bêta-HCG, les taux, les vésicules, la tolérance, les antécédents de molles, l'âge, etc. Et nous avons abouti à ce score. Si le score est inférieur à 7, on considère que c'est une molle à risque faible et que donc il y a très peu de risques que la femme fasse une évolution défavorable. Et on s'est dit, dans ce cas-là, on peut faire une surveillance simple, classique, bêta-HCG tous les 45 jours. Ensuite, entre 8 et 15, on s'est rendu compte que chez ces femmes, le risque de complications était plus élevé. On s'est posé la question, même si ça fait l'objet d'un débat, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une chimioprophylaxie? Parce que beaucoup d'auteurs disent que cette chimioprophylaxie risque d'entraîner un phénomène de résistance lorsque l'évolution est défavorable. Et enfin, le score à 16, on a constaté que chez ces femmes, le risque est élevé de développer un choriocarcinome parce qu'elles sont très âgées, etc. Alors, on s'est posé la question, comme dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui sont âgées, qui ont déjà fini leur carrière obstétricale et qui habitent très loin et qu'on n'est pas sûr de revoir. Et si l'on faisait une hystérectomie préventive, ça n'exclut pas la surveillance, mais vous voyez que ça peut quand même résoudre beaucoup de problèmes dans le contexte dans lequel on travaille. Je sais que ça a fait l'objet de discussion parce qu'on sait que bon, la maladie trophoblastique est une maladie où le traitement chirurgical n'est pas le traitement de première intention. Alors voilà un peu la synthèse. Si on voit les molles score faible, on a comparé avec une cohorte de 97, on a vu qu'il n'y a pas de différence de risque. Quel que soit le protocole utilisé pour la surveillance simple, 0 cas de choriocarcinome. Alors quand on voit les molles à risque moyen, on a vu ici, quand on compare les deux cohortes,
que lorsqu'on utilise une chimio-prophylaxie, on a 0 cas de choriocarcinome. Par contre, si c'est une surveillance simple, on a eu 7% de choriocarcinome, donc une différence de risque de 7. Et lorsque le risque est élevé, on a vu que si on se contente de surveiller, on a 21% de choriocarcinome. Ça, ce sont les résultats. Les personnes ont été suivies pendant de 2003 à 2004, pendant 2 ans. Mais par contre, si on faisait l'hystérectomie, on avait 6,5. Alors, la différence peut sembler un peu bizarre. Parce que là, les 2 cas d'hystérectomie, de choriocarcinome qu'on a eu, ce sont des femmes qui ont fait une mole. Dans les suites de l'expulsion, dans les 3-4 semaines, on a fait un bilan, on a corrigé l'anémie et on est parti pour une hystérectomie préventive. Et on a eu la surprise, lorsqu'on a fait l'analyse de l'anapathe, on a découvert qu'il y avait déjà un choriocarcinome. Donc, est-ce un choriocarcinome qui était là ou qui a évolué très rapidement? Donc, voilà qui explique les 6,5%. Mais là aussi, on voit que grâce à cette stratégie d'hystérectomie, nous avons réduit de 82% l'incidence du choriocarcinome grâce à cette hystérectomie. Alors, donc, voilà nos protocoles. On les a appliqués. Alors, entre 2006 et 2012, donc vous voyez, on a eu pour 96,4% pour le suivi post-molaire, l'évolution défavorable seulement 3,6%, au lieu de 10% qu'on avait, avec seulement 3 décès. Alors, qu'en est-il maintenant des néoplasies trophoblastiques gestationnelles? Alors, personne ne sait aujourd'hui pourquoi une cellule trophoblastique molaire va se transformer en cancer. On ne sait pas. Alors, dans les séries africaines, ce qu'on constate, c'est que vous avez des taux de conversion. Ça commence à baisser avec l'amélioration de la surveillance. Vous avez entre 6 et 15% de moles qui se compliquent de chorio. Par contre, dans les pays développés, non seulement les moles sont très rares, mais ici, vous avez 0,3%. C'est très rare encore. Donc, probablement, aussi bien dans la survenue de la mole que dans la transformation maligne, il y a beaucoup de facteurs, disons, qui ne sont pas appréhendés. Et comme la première différence qu'on voit, c'est la différence économique, donc probablement, il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Alors, les facteurs, que nous avons retrouvés, qui pourraient expliquer, disons, cette évolution au-delà du bas niveau socio-économique, c'est peut-être les facteurs environnementaux. On a suspecté, par exemple, dans certaines régions du Sénégal, il y avait le problème de l'aflatoxine, qui est un champignon qui contaminait un peu les graines d'arachide. Il y a eu le problème du fluor, parce que dans certaines zones, le taux de fluor dans l'eau de boisson était élevé. Bon, bref, il y a eu des hypothèses comme ça, mais on n'a pas pu aller plus loin parce que vous consentez avec moi que ces études demandent beaucoup de moyens, donc on n'a pas pu. Le groupe sanguin également est un élément qui intervient, surtout dans le développement des phénomènes de chimiorésistance. Et évidemment, les femmes très jeunes et les femmes âgées. Alors, je passe rapidement sur les circonstances diagnostiques que vous connaissez très bien. Je passe sur l'examen. La paraclinique, essentiellement les bêta-HCG. Donc, là aussi, c'est le seul cancer, entre guillemets, qu'on est autorisé à traiter comme cancer sans avoir l'anapathe, en s'appuyant sur la biologie. Par exemple, quand vous avez un plateau entre 2 dosages distants de 45 jours, quand vous avez une persistance de 24 semaines, après 24 semaines, donc on peut considérer qu'en fait, on est dans une évolution défavorable et peut-être une néoplasie. L'échographie avec Doppler couleur, donc de plus en plus, on l'utilise lorsqu'on a des cas suspects. Et effectivement, cette écho peut être importante. Elle peut orienter parce qu'on peut avoir une masse échogène et surtout un phénomène d'hypervascularisation à développement intracavitaire qui, associé à l'augmentation des bêta-HCG, peut faire pencher la balance vers un choriocarcinome. Alors, comme l'a dit Djellaba, le bilan d'extension, il faut faire le bilan d'extension, mais aussi le bilan de la malade pour voir quel est son niveau d'opérabilité ou de traitement par la chimiothérapie. Alors, pour ces néoplasies trophoblastiques, ces tumeurs, donc on applique le critère, la classification pronostique de la FIGO. Et tout à l'heure, j'avais dit pour les moles simples, nous appliquons le score de Dakar. Donc cette classification pronostique de la FIGO est bien connue, avec des néoplasies à bas risque et des néoplasies à haut risque. Donc pour là, je pense qu'il n'y a pas de différence avec ce que vous appliquez à Alger. Vous avez le protocole thérapeutique à base de méthotrexate et d'acide folinique. Ensuite, vous avez aussi le protocole d'actinomycine, qui est une urgence lorsqu'il y a peut-être une contre-indication. Vous avez aussi, dans certains cas évolués, le protocole EMACO, le protocole EMA-EP, donc je n'insiste pas là-dessus. Et puis, vous avez la question de la chirurgie. Bon, s'il y a une tumeur, il est vrai qu'on peut traiter avec les antimitotiques,
Mais parfois, vous vous retrouvez devant des cas où, par exemple, vous avez une patiente de plus de 40 ans, bon, qui ne désire plus d'enfants. Il est clair que si vous faites une hystérectomie, ça va vous permettre d'économiser du temps, d'économiser en termes de peut-être d'effets secondaires, etc. C'est là où il faut discuter. Mais on ne peut pas dire d'emblée, de façon péremptoire comme ça, il ne faut jamais de chirurgie dans les NTG. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont des tumeurs sensibles. Donc là, nous essayons d'adapter au cas par cas, en essayant d'être le plus efficient possible, même si ça ne répond pas au consensus actuel. Alors, donc, je passe dessus. Donc, voilà un peu le protocole pour les néoplasies à bas risque inférieur à 6. Donc, je n'insiste pas avec la surveillance. Dans notre expérience, vous voyez ce que j'avais dit. Donc, on a des résultats assez importants. Et puis là, pour les choriocarcinomes, vous voyez, au stade 1, on les a pratiquement à 100% de rémission. Bien entendu, autant quand le stade avance, vous avez des taux, notamment quand c'est en stade 4, on n'arrive pas à les récupérer parce qu'il y a les métapulmonaires, etc. C'est extrêmement compliqué. Alors, deuxième période, ça c'était la première période 92-2000. Ensuite, 2006-2012, là aussi, avec les nouveaux protocoles, nous avons d'excellents résultats, 96,4%, et puis 3% seulement d'évolution de femmes avec 3 décès. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous cherchons les cas de choriocarcinome. Il est vrai que le cas particulier du Sénégal, c'est que maintenant, il n'y a plus ce centre de référence national. Nous avons formé à l'époque les médecins des régions. Donc, dans tous les hôpitaux régionaux, les gynécologues obstétriciens sont actuellement capables de prendre en charge. Le seul problème, c'est parfois l'accès à la chimiothérapie. Donc, ce qui fait que maintenant, bon, le fardeau est un peu dispersé. Donc, moi, personnellement, je peux rester peut-être 3 ou 4 mois sans voir une mole. Et je peux rester une année sans voir un choriocarcinome. Hein. Donc, est-ce que c'est parce que la maladie a été vaincue ou bien parce que c'est un peu plus réparti dans les différentes aires géographiques? Alors, je m'avais bientôt terminé. Voilà pour les maladies trophoblastiques à haut risque. Hein. Donc, je pense que je n'insiste pas. Voilà les résultats. Là aussi, 100% de rémission dans les stades précoces. Bon, quand même, un pourcentage assez important. Le seul problème, c'est qu'on est limité parfois par la toxicité hématologique et par le coût des antimitotiques. Alors, que retenir en conclusion? C'est une pathologie grave à cause de sa létalité. La létalité, peut-être que le poids dans la mortalité maternelle, en tout cas pour nous, est en train de baisser, mais ce sont des pathologies qui restent quand même létales, surtout à cause du diagnostic tardif. Il y a une possibilité de guérison, il ne faut pas s'en priver. Donc, il faut tout faire pour que la femme puisse guérir et éventuellement, même si elle le souhaite, avoir un retour normal à la fertilité. Mais il faut se méfier des avortements qui sont étiquetés banals. C'est le grand problème que nous avons. Il y a beaucoup d'avortements, mais très peu en réalité bénéficient, disons, d'un examen histologique. Et peut-être que les moles qui évoluent défavorablement, on en a, c'est des choriocarcinomes qui arrivent, mais dans l'interrogatoire, on ne retrouve que la notion d'avortement. Donc, il faudrait, si possible, ça c'est un combat qu'on est en train de mener, et que tous les avortements puissent bénéficier d'un prélèvement à la patte. Parce que si le prélèvement à la patte est fait, si c'est diagnostiqué, on a suffisamment de moyens maintenant et de stratégies pour éviter une évolution défavorable. Et donc, je pense que c'est un levier supplémentaire sur lequel on peut agir pour la prévention. Donc, voilà quelques références de bibliographie. Je pense que j'enverrai à mes amis de Blida ces quelques travaux qui sont extraits parmi tant d'autres, hein, qui résument un peu notre expérience. Et en tout cas, nous, le credo, c'est quoi? C'est que nous continuons à chercher. Ce n'est pas normal qu'une femme veut donner vie et qu'elle perde la vie. Autant si elle meurt d'insuffisance, d'hémorragie du postpartum ou d'infection, c'est tout aussi injuste qu'une femme qui fait une grossesse, qui fait un avortement et qui va mourir. Donc nous continuons à chercher voir quelle est la meilleure approche pour vaincre cette affection qui est bien singulière. Monsieur le modérateur, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Cissé, pour cet exposé on ne peut plus clair. Vraiment, je vous dis bravo, c'était très, très intéressant et nous allons voir un peu la discussion, comment on peut échanger un peu les idées. Alors, avant de passer à la troisième communication, j'aimerais bien savoir qu'en est-il de Monsieur Chafi? Est-ce qu'on peut l'avoir ou pas? Est-ce qu'il y a des difficultés? Je ne sais pas, nous n'avons toujours pas Chafi, c'est dommage, il aurait pu intervenir de manière plus complète. Bon, de toute façon, je donne la parole
au docteur Idir pour le traitement du traitement médical trophoblastique gestationnel, actualité. À vous, docteur Idir. Merci. Chers maîtres et collègues, bonjour. Je me présente, c'est docteur Idir, oncologue médical, exerçant au sein du service d'oncologie médicale de l'hôpital Vida. J'attends là ma communication. S'il vous plaît, ma présentation. Est-ce que je dois faire quelque chose pour avoir la présentation? Partage écran, le bouton vert. Oui, pardon. Il faut partager. Oui, pardon. C'est bon, les activités là. Voilà. Donc, concernant la prise en charge médicale de la maladie trophoblastique, donc, en introduction, la maladie trophoblastique est un groupe hétérogène de tumeurs associées généralement à la grossesse qui se développe à partir de cellules trophoblastiques placentaires, vileuses et extravileuses. C'est des maladies rares, curables, de bon pronostic. Cependant, environ 25% de ces tumeurs trophoblastiques malignes seront résistantes ou rechuteront après chimiothérapie initiale. Donc, on distingue deux grands groupes de maladies trophoblastiques gestationnelles, à savoir les pathologies bénignes, représentées dans 80% des cas par mole idatiforme complète ou partielle, qui ne feront pas l'objet de ma présentation, tandis que le deuxième groupe, c'est les pathologies gestationnelles malignes, appelées encore tumeurs trophoblastiques malignes, représentées par les moles idatiformes invasifs, qui représentent 15% des cas, les choriocarcinomes 5%. Ce pourcentage est quand même sous-estimé du fait que la biopsie n'est généralement pas pratiquée dans tous les cas, vu le risque hémorragique de ces tumeurs qui sont hypervasculaires. Et les tumeurs du site d'implantation placentaire qui représentent un pourcentage encore plus faible, à 2%, et les tumeurs trophoblastiques épithéloïdes. Donc, concernant les facteurs de risque des tumeurs trophoblastiques malignes, on a l'âge maternel extrême, moins de 20 ans et plus de 40 ans. Les grossesses molaires sont responsables de 80% des tumeurs trophoblastiques malignes. Les grossesses extra-utérines, les avortements spontanés ou les interruptions volontaires de grossesse, l'origine ethnique. Donc, on note une incidence élevée en Asie et en Afrique. Cette incidence est moindre en Amérique et encore plus moindre en Europe. Le tabagisme semble aussi être considéré comme facteur de risque de survenue de ce type de tumeur. Donc, le diagnostic dépend de critères. Le premier, c'est le critère histologique et les critères biologiques. Le critère histologique peut manquer dans la plupart des cas. Donc, il est obtenu par étude anatomopathologique du produit de vacuité utérine suite à une aspiration ou un curetage de la cavité utérine. C'est le cas surtout du diagnostic des choriocarcinomes. Par contre, le critère biologique dont on utilise le plus fréquemment, c'est la réascension du taux d'HCG à 3 dosages consécutifs hebdomadaires après évacuation utérine suite à une grossesse molaire, une stagnation de ces taux à des taux élevés sur 4 dosages consécutifs hebdomadaires, ou la persistance de l'HCG positif 16 semaines après évacuation d'une grossesse molaire. Ou dans la situation où on a une positivité de l'HCG dans un contexte clinique évocateur d'une maladie métastatique ou une situation d'urgence. Donc, après avoir établi le diagnostic de tumeur trophoblastique maligne, il faut lancer un bilan d'extension morphologique qui va permettre une classification de la maladie selon la stratification FIGO et un deuxième bilan biologique avec d'autres facteurs qui vont permettre une classification pronostique. Donc, concernant le bilan morphologique, il comprendra un bilan d'extension locale, à savoir l'IRM pelvienne qui va permettre d'évaluer l'extension tumorale au niveau du pelvis, et un bilan d'extension générale comportant une TDM thoraco-abdominopelvienne qui sera complétée en présence de localisation secondaire pulmonaire par une IRM cérébrale. L'IRM cérébrale peut être aussi demandée systématiquement devant les choriocarcinomes et devant les tumeurs gestationnelles malignes suite à une grossesse non molaire. Donc, au terme de ce bilan,
on va classer la maladie en 4 stades. Le stade 1 est confié pour les maladies limitées à l'utérus. Le stade 2, c'est pour les tumeurs extra-utérines, mais qui restent localisées au niveau du tractus génital. Les stades 3 pour les tumeurs avec localisation secondaire pulmonaire et les stades 4 pour autres sites métastatiques en dehors du poumon. Pour la classification pronostique selon la FIGO 2000, donc elle fait appel à certains paramètres au nombre de 8, à savoir l'âge de la patiente, l'état de grossesse précédente, est-ce qu'il s'agit de mol idatiforme, avortement ou grossesse à terme, le délai d'apparition de cette maladie, c'est-à-dire depuis la grossesse dernière, le taux d'HCG, le plus grand diamètre tumoral, les sites métastatiques, le nombre de ces sites et l'échec à une chimiothérapie antérieure, que ce soit mono ou polychimiothérapie. Au terme de cette classification, ça permet de scinder cette pathologie en 2 grands groupes. Le premier groupe, c'est les tumeurs trophoblastiques à faible risque d'échec au traitement, qui représentent la plupart ou la majorité des cas, 81%, pour les patientes avec un score pronostique inférieur ou égal à 6. Pour celles qui présentent un score supérieur à 6, rejoindront le groupe à haut risque d'échec au traitement et qui représente 18%. Il reste le 1% représenté par les tumeurs trophoblastiques du site d'implantation ou les tumeurs épithélioïdes pour lesquelles on n'utilise pas ou on n'emploie pas ce genre de classification pronostique. Le traitement médical concernant les tumeurs gestationnelles malignes, à savoir les mol idatiformes invasives et les choriocarcinomes, donc la prise en charge de ces tumeurs-là va dépendre de la classification anatomique et la classification pronostique. Donc, je vous ai rapporté les indications de l'NCCN qui rejoignent aussi les autres recommandations de la HAS et des différentes écoles. Donc, pour le groupe de patientes à faible risque, pour lesquels le score est inférieur ou égal à 6, c'est une monochimiothérapie, que ce soit à base de méthotrexate ou d'actinomycine. Donc, il faut savoir qu'il y a eu en 2016 une revue de la littérature avec une méta-analyse de Cochrane, après laquelle les auteurs ont noté une légère supériorité en termes de réponse objective en faveur du dactinomycine. Il y avait donc des réponses complètes à 69 pour la dactinomycine et des réponses complètes à 53%, chez 53% des patientes pour sous méthotrexate. Mais on a noté un profil de tolérance qui était beaucoup plus meilleur avec le méthotrexate. Donc, il y avait moins de diarrhée, moins de vomissements, moins d'alopécie et moins de myélosuppression. Donc, toutes les recommandations plaident pour le méthotrexate en première ligne. Et en cas d'intolérance ou contre-indication, c'est la dactinomycine qui est indiquée. Donc, voici les différents protocoles qu'on a vus avec vous et déjà publiés dans les recommandations de l'NCCN. C'est le schéma méthotrexate à raison de 0,4 mg par kilo par jour avec une dose max de 26 mg par jour en IV ou en IM pendant 5 jours, à répéter tous les 14 jours. Ou un autre protocole que vous utilisez tous, et c'est le 1 mg kilo en IM, 1 jour sur 2 en alternance avec l'acide folinique. Tandis que le protocole méthotrexate à raison de 30 à 50 mg mètre carré en IM par semaine n'est pas recommandé pour ces tumeurs trophoblastiques malignes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour évaluer la réponse thérapeutique? Il faut faire une surveillance biologique par le dosage de l'HCG total ou bêta-HCG de façon hebdomadaire. Pour la bonne réponse, qui se définit par une diminution de ce taux d'HCG à chaque dosage hebdomadaire d'au moins 10%, pour cette situation-là, il faut poursuivre la chimiothérapie jusqu'à négativation complète de l'HCG. Et le traitement sera poursuivi par 2 autres cycles de consolidation afin de réduire le risque de rechute. Pour la fin du traitement, la surveillance sera aussi maintenue par le dosage d'HCG, cette fois-ci sera mensuel, pendant 1 année. Dans la situation d'échec au traitement, donc qui se définit par une soit réascension de l'HCG sur 2 dosages à plus de 2 semaines de traitement, ou devant la stagnation des taux d'HCG à des taux élevés toujours, confirmés à 2 dosages à plus de 4 à 6 semaines de traitement selon le protocole mis en œuvre. Donc, dans ces situations-là d'échec au méthotrexate ou première ligne, certains groupes groupes de recherche et de travail, ont établi un cut-off d'HCG à 500.
Donc, pour les patientes avec un taux d'HCG à moins de 500 unités par litre, c'est la monochimiothérapie toujours. Pas la peine d'introduire une polychimio et qui sera d'actinomycine après méthotrexate ou le méthotrexate après utilisation de d'actinomycine. Pour les patientes avec un taux d'HCG plus de 500, c'est le recours à la polychimiothérapie. Le protocole de référence est le protocole EMACO. Dans cette situation-là, en absence de projet de préservation de la fertilité, pensez aussi à l'hystérectomie totale associée à une salpingectomie. Donc, ici aussi, les recommandations de l'NCCN recommandent la monochimiothérapie pour un certain groupe de patientes à faible risque et la polychimiothérapie pour le groupe de patientes avec des facteurs de risque encore plus mauvais. Après échec, bien sûr, au méthotrexate. Donc, là, on va parler de la prise en charge médicale pour le groupe de risque haut, et c'est la polychimio type EMACO qui est recommandée pour toutes les écoles et toutes les recommandations internationales. Donc, voici le protocole EMACO qui associe l'étoposide méthotrexate d'actinomycine en alternance avec cyclophosphamide vincristine et qui sera répété tous les 14 jours, voire 21 jours selon le profil de tolérance. La chimiothérapie polychimio sera poursuivie jusqu'à normalisation, bien sûr, des HCG avec 2 cures de consolidation pour éviter le risque de rechute, pour diminuer le risque de rechute, et une surveillance après fin de traitement qui sera mensuelle par un dosage d'HCG sérique et qui sera maintenue 1 an après la monochimiothérapie en 2e ligne et pendant 18 mois si une polychimiothérapie a été instaurée. La résistance à ce traitement aussi se définit par la réascension de l'HCG ou la stagnation des taux d'HCG à des taux élevés. Et après, après résistance à l'EMACO, c'est le recours à une polychimiothérapie à base de platine. Pour les formes, même métastatiques, mais pour lesquelles les métastases sont peu nombreuses et résécables, pour les patients sans désir de grossesse, il faut aussi penser à la chirurgie. Voici les différents protocoles utilisés après échappement à l'EMACO. Donc, c'est l'EMA-EP, associant étoposide méthotrexate d'actinomycine en alternance avec l'étoposide cisplatine. On a aussi le protocole TPTE, c'est l'alternance entre paclitaxel associé au cisplatine en alternance avec paclitaxel étoposide. Ou le protocole BEP, bléobicine étoposide cisplatine, ou le protocole type qui associe paclitaxel, ifosfamide, cisplatine. Tous ces protocoles représentent des lignes de chimiothérapie après une résistance à une chimiothérapie type EMACO. Donc, cas particulier des tumeurs trophoblastiques du site d'implantation placentaire qui représentent une entité particulière encore plus rare, mais qui est peu chimiosensible, ne sécrétant pas l'HCG. Donc, la prise en charge est encore spécifique. Elles sont secondaires généralement à une grossesse menée à terme, une fausse couche ou une molidatiforme. Cliniquement, se traduit par une aménorrhée et ou métrorragie, en général des taux d'HCG inférieurs à 1000. Le diagnostic est généralement orienté par une imagerie, c'est surtout l'IRM qui doit rechercher certains facteurs, à savoir surtout l'hypervascularisation. Le pronostic est péjoratif lorsque le délai entre survenue de la tumeur et la grossesse est supérieur à 4 ans. Le traitement optimal pour les formes localisées, c'est l'hystérectomie, malheureusement. Dans le cas de résection après plutôt chirurgie complète, une chimiothérapie de consolidation doit être discutée. Donc, pour la chirurgie complète, il faut évaluer ou rechercher certains facteurs pronostiques, à savoir le degré d'infiltration myométriale, la taille tumorale, l'index mitotique, la présence de nécrose tumorale, le délai de survenue après grossesse qui est au-delà de 4 ans, justifie une chimiothérapie de consolidation à base de polychimiothérapie, le plus souvent type EP-EMA. Donc, pour la situation de tumeur trophoblastique au site d'implantation métastatique, c'est le recours à la chimiothérapie type aussi EP-EMA qui a montré une meilleure réponse objective avec ce protocole-là dans ces situations.
Donc, voici les recommandations aussi de l'MCCM qui, pour les tumeurs trophoblastiques aussi d'implantation et les tumeurs épithéloïdes, non métastatiques, c'est l'hystérectomie, suivi de chimiothérapie en présence de facteurs de risque. Et pour les situations où on a déjà une extension métastatique, c'est le recours à la polychimiothérapie type EPEMA ou autres protocoles déjà suscités. Donc, comme on vient de voir, les nouveautés concernant la prise en charge de ces tumeurs sont vraiment rares. Il n'y a pas eu de nouveauté depuis plus de 7 ans. Et là, la nouveauté a été rapportée à l'ASCO, donc au congrès ASCO de cette année, et suite aux résultats de cet essai de phase 2, qui a évalué l'immunothérapie dans les tumeurs trophoblastiques résistants à la chimiothérapie. Donc, cet essai a été présenté en session plénière par M. Benoyou. Et quel est le rationnel d'avoir évalué l'apport de l'immunothérapie dans ce type de tumeur? C'est qu'il y a eu des formes dans la littérature, même métastatiques, avec des maladies métastatiques, on a eu une régression spontanée de ces tumeurs. Est-ce que ce n'est pas l'incrimination ou c'est le rôle du système immunitaire qui a été responsable de cette régression spontanée? Et aussi la surexpression intense et constante du PDL1 qui est retrouvée dans tous les sous-types de tumeurs trophoblastiques malignes. Et aussi le fait qu'il y a eu un cas rapporté dans la littérature où on a eu un bénéfice ou une efficacité du pembrolizumab chez une femme ayant développé une résistance à une polychimiothérapie. Donc, tous ces éléments-là ont mené à penser justement, à évaluer l'immunothérapie dans ce type de tumeur. L'avelumab, c'est quoi? C'est un anticorps monoclonal type IgG dirigé contre le PD-L1 et qui permet d'agir suite à deux sites d'activation. Premièrement, il interagit avec le PD1, donc il inhibe les cellules T et donc la réponse immunitaire. Et deuxième système d'action, c'est qu'il active les cellules NK, les killers. Donc, c'est quoi cette histoire de PD1 et PDL1? Donc, le PD1, c'est une protéine de surface située au niveau des lymphocytes T et qui reconnaît deux ligands, à savoir le PD1 et le PDL2. Le PD1, c'est un récepteur qui programme ou qui est une protéine qui va réguler la mort cellulaire. Donc, l'interaction entre le PD1 et le PDL1 ou PDL2 qui est présent au niveau des cellules présentatrices d'antigènes va inhiber les cellules lymphocytaires T. Donc, il n'y aura pas action des lymphocytes T contre ces cellules qui présentent cette interaction entre PD1 et PDL1. Les cellules tumorales, justement, vont développer ce genre de ligaments à leur surface pour échapper au système immunitaire. Donc, c'est le rôle des anticorps monoclonaux anti-PDL1 qui vont se fixer sur ces ligands, les empêchant d'interagir avec le PD1 des lymphocytes T, et donc il n'y aura pas une inhibition des lymphocytes T et pas d'inhibition du système immunitaire. Donc, revenons à l'essai. Donc, cet essai avait avait comporté deux cohortes. La cohorte A avait inclus les patientes qui ont échappé à une monochimiothérapie et dans la cohorte B, il y a eu justement des patientes qui ont échappé à une polychimiothérapie. Mais dans cette présentation, on a rapporté les résultats de la cohorte A seulement, c'est-à-dire les patientes qui ont résisté à une monochimiothérapie. L'objectif principal de l'étude était la négativation, la normalisation de l'HCG. Pour les objectifs secondaires étaient la safety et la survie sans résistance et la survie globale. Le schéma de l'étude était comme suit. Donc, les patientes ont été mises sous avelumab à raison de 10 mg/kg selon un schéma intraveineux tous les 14 jours avec une surveillance de l'HCG de façon hebdomadaire. Les caractéristiques des patientes de cette étude, donc on avait colligé dans la cohorte A 15 patientes, 33% des patientes avaient un score pronostic entre 3 et 4,
7 patientes parmi les 15 avaient un score pronostic entre 5 et 6 et 3 patientes seulement avaient un score pronostic au-delà de 7. Donc, l'âge moyen de cette population était de 34 mois et dans 27% des cas, il y avait un HCG initial plus 2000 unités par litre. Et 47% des patientes avaient déjà des localisations secondaires pulmonaires. 100% des patientes avaient déjà été traitées par méthotrexate et 7% seulement avaient déjà reçu l'actinomycine D. En ce qui concerne les résultats, donc on a noté une normalisation du taux d'HCG chez plus de 50% des patients. Donc 8 patientes parmi les 15 avaient une normalisation de l'HCG et il n'y a pas eu de rechute après un follow-up de 29 mois chez toutes les patients. 7 patientes parmi les 15 avaient justement la non-normalisation de l'HCG et ces patientes-là ont passé à une polychimiothérapie. Il faut noter qu'il n'y a pas eu d'impact sur les résultats de la classification FIGO, ni de la classification pronostique, ni de l'HCG initial. Donc, tous ces facteurs n'ont pas impacté les résultats de cet essai. Pour les 5 patientes de l'essai pour lesquelles on prévoyait de faire une polychimiothérapie, vu le taux d'HCG qui était au-delà de 1000, on a noté chez les 5 patientes une bonne réponse sous avelumab. Concernant le profil de toxicité ou de tolérance de cette immunothérapie, donc il y a eu des effets secondaires chez 93% des patientes, mais ces toxicités étaient de bas grade, un grade 1 ou 2. Il n'y a pas eu d'effets secondaires de grade 3 ou 4 chez toutes les patientes. Donc, en conclusion, cette nouvelle thérapeutique, l'immunothérapie dans les tumeurs trophoblastiques résistants à la chimiothérapie, peuvent être une option thérapeutique pour les tumeurs trophoblastiques résistants à une monochimiothérapie. Pour l'instant, c'est les résultats qu'on a eus. Pour la deuxième cohorte, les résultats, comme j'ai dit, ne sont pas encore publiés. À titre d'information, qu'une patiente parmi les 15 avait justement mené une grossesse à terme, et heureusement, après traitement. Donc, en conclusion, toute la nécessité d'établir et de promouvoir des centres de référence nationaux et pourquoi pas internationaux des maladies trophoblastiques malignes afin d'améliorer la prise en charge de ces patientes et surtout de diagnostic et la discussion des décisions thérapeutiques optimales au sein des RCP dédiés à ce type de tumeurs rares. Et merci. Monsieur Gouroumi. Monsieur Gouroumi, il faut activer votre micro. J'ai activé le bien. J'ai activé le mien. Monsieur Gouroumi, activez votre micro, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, C'est oui, bon, c'est bon. Parfait. Alors, nous allons passer à la séance. J'ai dit qu'on était vraiment gênés parce que M. Chafi n'arrive pas à nous joindre. C'est vraiment dommage. Il aurait pu enrichir le débat. Je le salue de toute façon. Alors, nous allons passer à la séance questions. Alors, participants anonymes, pouvez-vous nous faire la part des choses entre mol partiel et pseudomol? Peut-être une question pour Madame Djeraba? Je peux répondre. Partiel, le terme de... pseudomol. Le diagnostic de mol est clair, c'est un diagnostic histologique. Et quand on dit pseudomol, ça c'est des termes utilisés par certaines anatomopathologiques. Mais théoriquement, ou c'est une moelle partielle avec ses critères histologiques. D'ailleurs, pour poser le diagnostic, il faut des critères microscopiques. Donc, le terme pseudomol ne veut rien dire.
Exactement, je suis d'accord avec vous. Nous Nous avons en classe parmi... Voilà. Enfin, nous, on a une perception un peu différente. C'est-à-dire que nous, on a ce qu'on appelle les fausses molles. C'est-à-dire que dans le lot des prélèvements anapathes qui nous sont revenus, on nous dit fausse molle. Pourquoi? Parce que dans 10% des cas, vous avez parfois des avortements qui sont en rétention pendant longtemps et qui finissent par s'imbiber et donc ils vont mimer un peu cette transformation hydropique qui a la macroscopie. On donne l'impression d'être des molles, mais à l'anapath, on vous dit que ce n'est pas une molle. Nous, c'est la compréhension qu'on a des fausses molles qui représentent 10%. Absolument. Dans les rétentions anciennes, il y a même une dégénérescence qui s'installe, l'œuf qui est lisé, le trophoblast complètement fenêtré. Ça peut donner cet aspect de pseudomole, mais en fait, donc, il ne faut pas le rattacher à molle. C'est une grossesse normale qui s'est arrêtée et qui a entraîné une imagerie qui ressemble à la molle partielle. Mais la molle partielle, c'est autre chose. La molle partielle, c'est donc une coexistence de tissus trophoblastiques normal et de tissus molaires. Et d'ailleurs, sur le plan nosologique, c'est différent aussi, puisqu'il s'agit en général de triploïdie, alors que dans les pseudomolles, c'est plutôt des images un peu construites. Peut-être il faudrait peut-être pas utiliser ce terme. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Cissé. Tout à fait. Alors, on passe à la deuxième question. C'est Madame Sahbi Zineb qui nous demande quand est-ce que la contraception doit être débutée? Est-ce que juste après l'évacuation utérine ou bien selon l'évolution favorable ou défavorable? Bon, c'est une question connue, mais je la pose quand même à Madame Djeraba. Oui, merci, professeur Gromi. Effectivement, la hantise de la molle, c'est le fait le passage au stade de TTG. Donc, par peur de passer au TTG et pour bien suivre ces molles, il faut mettre ces passes de la contraception et donner une contraception efficace. D'ailleurs, le professeur Cissé, il l'a bien mis dans sa slide. Il faut donner des oestroprogestatifs parce que ça inhibe l'ovulation. Et on les donne après évacuation. Ça nous permet d'avoir une bonne surveillance. Voilà. Donc, même si je comprends sa question, certaines études ils vous disent on donne la contraception après négativation de bêta-HCG parce qu'ils ont remarqué qu'il y a plus de taux de TTG. Mais pour une meilleure surveillance, on donne cette contraception oestroprogestatif après négativation. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que la surveillance va se baser sur le taux de bêta-HCG. Donc, la survenue d'une grossesse intercurrente va fausser un peu la surveillance, on ne saura pas. Donc, il faut mettre rapidement sous contraception cette patiente. Alors, autre question. Je crois qu'on peut utiliser un argument de taille, c'est-à-dire qu'on sait que le cycle qui suit l'avortement peut être déjà un cycle fécondant. Donc, la femme peut avorter aujourd'hui. Donc, avant les prochaines règles, la femme peut avoir un cycle fécondant. Donc, on a tout intérêt à mettre la contraception immédiatement après l'avortement. Très bien, très bien. Bonne réponse. Alors, autre question. La surveillance se fait par bêta-HCG ou HCG total? Elle se fait par bêta-HCG. Oui, c'est un bilan sanguin. Un bilan sanguin. Voilà. Est-ce que c'est satisfaisant comme réponse à tout le monde? Non, parce que le HCG, vous avez la fraction bêta, vous avez la fraction alpha. La fraction alpha n'est pas spécifique. Donc, si vous faites un bêta-HCG total, bon, ça n'a pas une grande valeur. Donc, il faut faire le bêta-HCG qui est spécifique, parce que sinon, ça pose un problème d'interprétation. Bien sûr. Avec le TSH. Alors, autre question de M. Chahi. Monsieur ou Madame Chahi. Est-ce que la prise de contraception au cours du traitement par chimiothérapie peut influencer le taux de bêta-HCG? Qui veut répondre? Je peux répondre? Oui. La surveillance. Oui.
Maintenant, si professeur, si Allez-y, vous pouvez répondre, il n'y a pas de souci. allez-y, allez-y. Ok, alors pour la contraception, effectivement, on met la patiente pendant quand elle est sous monochimio ou polychimio, elle la met systématiquement sous contraception. Pourquoi? Parce qu'il y a une risque de grossesse. D'ailleurs, on a eu des cas où de patientes qui n'ont pas pris de contraception qui ont fait des grossesses pendant la surveillance. Et dans les études, ils nous disent qu'on n'a pas le droit d'arrêter la grossesse. Donc, on la laisse terminer. Maintenant, la question, est-ce que la contraception augmente le risque de TTG? C'est vrai qu'il y a eu des études anciennes qui parlent de ça, mais actuellement, la contraception est de mise pendant la surveillance des TTG sous chimiothérapie. Alors, bien. Quel est l'avis de notre collègue oncologue? Voilà, oui. Qu'est-ce que l'on pense? Alors, pour Docteur Idir. Oui, une contraception est toujours... alors, même pour la chimiothérapie, pour l'indication de chimiothérapie, il faut mettre toutes les patientes sous chimiothérapie, sous contraception, que ce soit orale ou autre moyen, justement, pour éviter tout risque de grossesse pendant le traitement par chimiothérapie. Oui, je crois que c'est une recommandation générale qui concerne toute chimiothérapie. Voilà. Étant donné le risque tératogène et ici, en plus, le mauvais contrôle de bêta-HCG. Alors, autre question, toujours la même personne. J'ai pas bien compris. Place de l'IRM cérébral dans le bilan d'extension. IRM cérébral dans le bilan d'extension. Qui veut répondre? Je peux répondre, mais si professeur Sissi veut répondre, il n'y a pas de souci. Oui. Je vous passe la main. Hein? Vous passez la main. Ouais. Je vais répondre maintenant si docteur Idir veut répondre, mais je vais vous donner une réponse et je laisse la main à docteur Idir. Alors, pour le bilan d'extension, ça dépend les recommandations. Bon, les recommandations françaises, on demande un bilan d'extension complet, sans restriction. Mais il y a eu d'autres recommandations d'Amsterdam de 2017 où on commence d'abord par un téléthorax. On a remarqué dans toutes les études que quand nous avons des métas au niveau du poumon, là, forcément, nous avons des métastases hépatiques et cérébrales. Donc, certaines, les nouvelles recommandations d'Amsterdam, on commence d'abord par un téléthorax. Et quand on trouve des métas visibles et d'un diamètre, je pense, de plus de 1,5 cm, à ce moment-là, on demande un bilan d'extension complet. Voilà ce que je peux répondre en résumant. Maintenant, si docteur Idir vous rajoutez quelque chose et professeur Cissé. Le bilan d'extension, justement, est systématique devant les tumeurs trophoblastiques malignes du fait du caractère le plus souvent métastatique de ces tumeurs. Donc, il faut y aller les rechercher systématiquement par un bilan d'extension, à savoir la TDM TAP au moins. Et en présence, comme j'ai dit dans ma présentation, de métapulmonaires, il y a plus de risques qu'il y ait aussi des localisations secondaires cérébrales associées. On a recours même à faire un bilan d'extension encore plus performant, qui est le PET scan non disponible chez nous, à la recherche de localisation secondaire occulte. D'accord. Très bien, très bien. Professeur Cissé, vous voulez rajouter? Non, c'est bon, je suis d'accord avec vos deux réponses. Merci. Merci. Autre question. Pourquoi doit-on attendre 2 ans pour déclarer la guérison? Qui veut répondre? Je peux répondre. Maintenant, on laisse professeur Cissé s'il veut répondre. Non, allez-y, éventuellement je complète. Ok. Les dames ont l'honneur. Les dames sont à l'honneur. Allez-y alors. Alors, pour le temps de surveillance, on peut aller parfois, certaines vous disent on peut aller jusqu'à 3 ans. Mais le problème, ce n'est pas le temps, c'est est-ce qu'on peut surveiller, l'observance, est-ce qu'on peut surveiller ces femmes pendant 3 ans. Alors, ce qui est décrit dans les recommandations françaises, c'est 1 année pour les bas risques, 18 mois pour les hauts risques. Recommandation internationale d'Amsterdam de 2017, on peut aller jusqu'à même 3 ans, mais est-ce que cela est faisable? Les études ont montré qu'après 18 mois pour être déjà au risque, le risque de récurrence
est très faible. C'est pour ça que la surveillance est limitée quand même à 18 mois, et vu le faible risque de TTG et la difficulté d'observance quand on dépasse 18 mois pour les hauts risques. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je laisse rajouter. Bon, en fait, on ne peut pas trancher cette question parce que bon, c'est un accord qui est basé sur l'expérience. Oui, parce voilà. on s'est rendu compte que bon, c'est très rare d'avoir une patiente qui a négativé, qui est suivie et qui refait un choriocarcinome, mais c'est tout à fait possible. On a eu des cas de patientes qui ont accouché peut-être 10 ans après. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les recommandations, il est clairement stipulé que lorsque vous avez une femme qui fait une mole, à chaque accouchement, le placenta doit être prélevé pour un examen en APAT et on doit faire le bêta-ACG parce que le chorio peut s'installer après 4-5 accouchements. Mais c'est rare d'avoir une femme qui développe un choriocarcinome après une surveillance de 2 ans, tout simplement. En tout cas, nous, c'est la perception qu'on a de ce délai de 2 ans. Très bien. C'est un peu habituel, peut-être même chez la femme jeune qui désire une grossesse et dans les formes bénignes. On peut limiter à 18 mois, mais en général, c'est 2 ans de contraception. Alors, autre question qui concerne l'hystérectomie. Place de l'hystérectomie. Alors, que ce soit une hystérectomie d'emblée ou après résistance à la chimiothérapie. Donc, quelle est la place de l'hystérectomie? Enfin, pour nous, il y a 2 situations. Il peut s'agir d'une femme jeune. Bon, habituellement, il y a 2 indications. Hystérectomie préventive, habituellement non, parce que ce sont des femmes âgées. Mais je crois que lorsqu'il s'agit d'une femme jeune, a priori, si on décide de faire l'hystérectomie et qu'il n'y a pas de pathologie annexienne, pour prévenir une ménopause précoce, moi, je ne verrai pas d'inconvénient, en tout cas, à laisser les ovaires sur place pour pouvoir lui permettre d'éviter un sevrage oestrogénique précoce. Mais c'est au cas par cas. Hein. En tout cas, je n'ai pas vu quelque part qu'on ait une recommandation basée sur l'évidence express. C'est au cas par cas. Par contre, si une femme qui a plus de 40 ans, il ne me semble pas utile de conserver les ovaires. Donc, moi, je ferai plus facilement une hystérectomie totale en portant les annexes. Je peux rajouter ou bien donner quelques... Allez-y. Alors, pour l'hystérectomie, l'hystérectomie a sa place d'abord dans la mole et elle a aussi sa place dans les TTG à bas risque sans métastase. Pour les moles, chez les personnes âgées qui ne désirent plus préserver leur fertilité, l'hystérectomie, bien sûr totale, en conservant, comme a dit le professeur Cissé, les ovaires, permet de réduire le passage au stade de TTG. Ça, même s'il y a eu des études anciennes, mais les études ont montré que l'hystérectomie première, pour moi, elle permet de réduire le TTG. Maintenant, quelle est la place de l'hystérectomie dans les TTG? Elle a sa place d'abord pour les TTG à bas risque, sans métastase. Alors, une étude française faite par Mascardier et dans l'équipe de Golfier, ils ont retrouvé 80-80%. Alors, une réponse de 80% positive pour l'hystérectomie, une réponse 80% pour la monochimio. Et donc, il suffit de discuter avec la patiente. Et chez les femmes âgées qui ne désirent plus préserver la fertilité, l'hystérectomie, oui, elle a sa place. Elle permet aussi de diminuer les effets secondaires de la chimio. Elle permet aussi de régler les problèmes de patientes qui habitent loin, qui n'ont pas les moyens de se déplacer, les moyens de faire le bêta-ACG, etc. Donc, je pense que l'hystérectomie a sa place dans les TTG à bas risque sans métastase. Très bien, très bien. Il y a en plus une question sur la chimioprophylaxie. Donc, ça s'adresse à M. Cissé. Alors, M. Cissé, nous, je me souviens, dans les années 90, on avait remis en cause, c'était des travaux de Bakcho, si je me trompe, sur la chimioprophylaxie qui était rejetée parce que pour cet auteur, elle entraînait quand même pas mal de chimiorésistance et que les doses qui étaient utilisées étant moindres par rapport à la thérapeutique en cas de forme maligne étaient moindres, donc ça entraînait plus de risques de chimiothérapie. Mais enfin, vous avez une expérience, j'ai vu, qui était très, très intéressante. Alors, si vous pouvez nous préciser un petit peu ce schéma de prophylaxie, de chimioprophylaxie, M. Cissé. Alors, c'est vrai que la chimioprophylaxie fait débat depuis très longtemps d'ailleurs, parce qu'avant nous de nous engager dans... Dans les années 90, c'était complètement rejeté, là, donc on revient.
C'est peut-être très intéressant que vous nous précisiez un petit peu son apport. Alors, à l'époque aussi, on avait fait une revue de la littérature, mais on avait abouti à la conclusion qu'en fait, les avis étaient partagés. Effectivement, Bagcho avait fait une méta-analyse sur cette question, mais il y a beaucoup d'auteurs également qui avaient trouvé que la chimio-prophylaxie permettait de réduire le temps de négativation. Justement, que si on compare le temps de négativation chez les personnes, toutes conditions étant égales par ailleurs, donc il y avait il y avait une courbe de négativation beaucoup plus rapide. Mais le doute sur l'efficacité de la chimiothérapie reste. Maintenant, la dose que nous utilisons, nous, c'est 20 mg. 20 mg par jour pendant 5 jours. Bon, maintenant, lorsque nous avons fait notre analyse, le fait que nous ayons constaté que toutes les femmes qui avaient un score entre 8 et 15 et à qui on a administré de la chimio-prophylaxie n'avaient pas fait de choriocarcinome, donc ne résout pas la question de savoir si ces femmes avaient fait un choriocarcinome. Est-ce que le fait qu'il y ait ces doses n'aurait pas posé des problèmes dans le traitement? La question sur le plan théorique reste valable. Bon, sur le plan pratique, je ne peux pas répondre, mais c'est une possibilité. Comme toutes les chimioprophylaxies en général, pour les antibioprophylaxies aussi, il y a un phénomène de sensibilisation qui fait que ça peut... Votre travail, on peut peut-être lancer justement une étude plus exhaustive qui comparerait donc des malades sous chimioprophylaxie et voir. D'ailleurs, vous avez de très bons résultats grâce à cette chimioprophylaxie. J'ai vu que ça réduisait pas mal. Donc nous, on ne l'utilise pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé la chimioprophylaxie. Alors, Madame Djeraba, peut-être. Nous, on l'a utilisé, ça donne de bons résultats, mais la mole, c'est une maladie où il faut être très modeste. Parce qu'en réalité, dans la mesure où on ne sait pas aujourd'hui, chez une femme molaire, comment ça va évoluer, quels sont les facteurs effectivement qui font qu'elle va faire une néoplasie gestationnelle. Donc, il y a beaucoup de facteurs confondants. Il n'y a pas deux moles qui se ressemblent. Donc, lorsque vous décidez de faire des bras, une cohorte, vous faites tel traitement, une autre cohorte, bon, si ça marche, ça ne veut pas dire que forcément ça va marcher pour tout le monde parce qu'il y a un problème de validité externe. Donc, je crois que, en tout cas, nous, notre position, c'est d'appliquer les protocoles et les traitements, bon, disons, dans le contexte de travail et au cas par cas, quoi. Mais on ne peut pas s'appuyer sur des abacs, sur des, disons, des protocoles tout faits. À mon avis, ça ne marchera pas toujours parce qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse. Donc, moi, je suis pour ceux qui disent qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience ou que c'est risqué quoi, pour éventuellement une résistance. Je ne vais pas leur dire non. Bon, j'ai de bons résultats. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité non plus. Mais vous n'avez pas constaté de chimio-résistance? Non, non, on n'a pas constaté. En tout cas, moi, je n'ai pas constaté personnellement dans la série. Bon, les femmes n'ont pas fait d'évolution défavorable. Bon. Donc, je ne peux pas savoir si effectivement, s'il y avait des cas, ça aurait entraîné une chimio-résistance. Mais c'est évoqué dans la littérature et je sais que beaucoup d'auteurs sont tout à fait opposés. Bon, c'est comme l'actuel débat sur la chloroquine. Donc, moi, je me fie un peu aussi à ce que je constate en attendant d'avoir plus d'évidence médicale. Absolument. Professeur Garoumi. Non, il faut encore plus de... Oui. Professeur Garoumi, je veux dire que nous, pendant 5 ans, on n'a pas d'expérience. On n'a pas fait de chimioprophylaxie. On n'est pas contre, on n'est pas pour, mais on n'a pas utilisé. Pour être franche, parce qu'on a suivi certaines recommandations et donc on n'a pas d'expérience dans la chimioprophylaxie. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense, docteur Edith? Alors, à titre de franchise, donc on n'a jamais pris en charge les tumeurs, c'est-à-dire à un stade vraiment précoce. On les reçoit généralement après résistance à une première ligne ou à une deuxième ligne à base de monothérapie. Donc, les patients atterrissent dans nos services, c'est pour une polychimiothérapie. Mais maintenant, à la différence, c'est là où la question de nosologie est importante. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de chimiothérapie, ce ne sont pas des tumeurs trophoblastiques. Ce sont des moles simples. Voilà. Lorsque vous les évaluez, l'utérus est vide, il n'y a aucun élément. Les bêta-ACG commencent à décroître, etc. Mais ce ne sont pas des tumeurs. Donc, c'est des moles simples.
Ce ne sont pas des néoplasies trophoblastiques. Parce que dans les néoplasies, on ne peut pas parler de chimio, on ferait une chimiothérapie. Voilà. Et là, nous, ce sont on des n'a pas moles qui sont… d'expérience avec Voilà. ces tumeurs Voilà. plutôt ces molles. Ces moles simples, voilà. Qui Ce sont, sont des moles qui simples. sont à risque de développer des tumeurs malignes. Voilà. Voilà. Bon, il y a aussi une question sur l'utilisation du DU comme moyen contraceptif. Moi, je pense que c'est un peu rejeté parce que bon, l'utérus est trop gros, il y a trop mou, donc il y a des risques de perforation. Et puis, ce n'est pas un moyen à 100%, donc il n'y a pas mieux que d'arrêter avec un contraceptif. Affirmatif. Alors, maintenant, quelle question? Alors, c'est l'école de l'HCA du professeur Cheibi. Donc, M. Cheibi qui a fait un travail sur justement la maladie trophoblastique. Il avait insisté sur une contraception efficace mais non hormonale. Alors, de quoi s'agit-il? La question est incomplète. Nous venons de répondre pour le DU. Il y a d'autres méthodes. Donc, on ne peut pas répondre à cette question qui est partielle. Si, parce que effectivement, on retrouve dans la littérature beaucoup d'écrits qui établissent une relation entre le risque de transformation maligne et l'utilisation des œstrogènes, des œstroprogestatifs. Donc, beaucoup, de plus en plus, incriminent maintenant l'œstrogène comme étant un facteur. Donc, ce qui fait que ça peut donner lieu à se demander est-ce que la contraception œstroprogestative, parce que nous, lorsqu'on préconise de le mettre, ce n'est pas parce qu'elle soit peut-être plus safe, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'études, mais c'est surtout le risque de spotting qui est plus élevé lorsqu'on utilise un progestatif qu'un œstroprogestatif. Mais la question reste posée, est-ce que c'est aussi sécure pour ces femmes d'utiliser les œstroprogestatifs? Je ne sais pas. Mais c'est évoqué dans la littérature comme facteur de risque de transformation en NTG. Je peux répondre à la l'HCA parce que je faisais partie de l'équipe de l'HCA. J'étais étudiante je suis élève de professeur Cheibi. Effectivement, à l'époque, quand on suivait les MOL, il nous demandait de ne pas mettre les patientes sous contraception jusqu'à négativation. Parce que pour lui, on suivait nos patientes, on commençait la contraception jusqu'à ce qu'on ait négativation. Voilà. C'est comme ça que le professeur Cheibi, je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Je pense que le docteur Zemouchi veut rajouter. Mais là, il y a un risque parce que lorsqu'on a une négativation, on peut avoir un échappement ovulatoire. Et là, donc, on se retrouve un peu coincé. À mon avis, donc, il vaut mieux être sécure, comme disait le professeur Cissé, et rester donc au large et ne pas laisser une grossesse commencer, bien sûr, inattendue. Si vous me permettez, je poserai une question au professeur Cissé. Qu'en est-il de la prise en charge de la maladie trophoblastique, donc des mollidatifons de la maladie trophoblastique dans les pays de la CEDEAO, d'une part, et dans les pays anglophones ouest-africains, d'autre part? Alors, ce qu'on a constaté, c'est que en faisant une revue de la littérature, ça c'est depuis longtemps, on n'a pas beaucoup d'écrits sur la MOL dans les autres pays de la CEDEAO, à part le Burkina Faso. Bon, alors, on s'est posé la question. Probablement, c'est le même bassin de population, ce sont les mêmes habitudes. Je crois que peut-être c'est un problème d'opportunité, parce que nous, on a la chance avec nos premiers patrons qui se sont intéressés à cette question. Donc, nous avions de la matière. Mais peut-être que dans les pays où il n'y avait pas beaucoup de publications, bon, ce n'était pas une préoccupation comme ici. Mais on a beaucoup moins de publications et de protocoles dans les autres pays de la CEDEAO, notamment les pays anglophones. Et si je peux ajouter, voyons donc la fréquence, si on voit dans les avortements et la fréquence des MOL, si on analysait à chaque fois donc, le tissu expulsé, et l'hémorragie de la délivrance, je vois que c'est une pathologie qui fait de santé publique. Et là, ça vaut la peine peut-être d'y penser dans les prochaines manifestations de la SAGO africaine et des différentes sociétés nationales, d'essayer de
de se pencher sur ce problème-là, surtout dans les pays où cette maladie ou cette pathologie fait parler d'elle assez. Oui, tout à fait. Moi, il y a quelques années, j'avais beaucoup travaillé sur le lancement d'un programme au niveau du Sénégal. Parce que moi, je dis, aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, une seule femme qui meurt des suites d'une néoplasie trophoblastique, c'est un gâchis. Parce qu'on a assez d'arguments, assez d'éléments pour éviter cette évolution défavorable. Bon, et ce n'est pas compliqué. La première étape, c'est que toutes les môles, enfin, tous les avortements bénéficient d'un prélèvement en appart. Bon, vous me direz qu'il n'y a pas assez de labo, il n'y a pas de ceci, mais c'est le premier élément. Parce que si vous calculez, nous on a fait un peu le calcul économique, ce que coûte un choriocarcinome en termes de prise en charge, il y a l'hystérectomie, parfois il y a les médicaments, mais quand vous le rapportez, ça fait beaucoup d'argent que la famille peut économiser, que le système de santé peut économiser, alors que la surveillance et la détection posent, enfin ça coûte moins cher. Maintenant, c'est un choix. Certains diront que oui, la mortalité maternelle par hémorragie du postpartum est plus coûteuse. Il y a l'hypertension. Et je crois que ça devrait être dans une approche globale. C'est dans les codes de nos pays d'avoir un examen en appart pour tout avortement. Ça doit être possible. D'accord. Parce que là, je suis en train de... Pardon. Alors, une autre question. Pardon. Une autre question concerne, donc, c'est pour Dr Djeraba, c'est sur sa présentation, l'impact du centre de référence dans la compréhension de la maladie trophoblastique. L'impact du centre de référence dans la compréhension. C'est un peu... Dr Djeraba. C'est quoi la question? L'impact. Oui, j'ai compris. Quel est l'impact? Oui, j'ai compris. La compréhension de la maladie. C'est ça? Oui. Parce que tout simplement, quand on reçoit beaucoup de patientes, on comprend mieux et on a beaucoup de recul, on peut faire des études et de là, la compréhension est meilleure. Un hôpital qui reçoit une malade par semaine ou une malade par mois par rapport à un autre où on reçoit nous tous les jours des molles, on a au moins 3 curetages par semaine, parfois 4, on a parfois une hystérectomie par semaine ici pour molle ou pour TTG. Je pense que l'équipe comprend mieux et on voit mieux les choses, je pense. Hein. C'est ça la progression. À mon avis, il y a certaines pathologies qui doivent être domiciliées. Je m'exprime. Au niveau national, au niveau continental, au niveau régional, et certaines pathologies doivent avoir des centres de référence. Parce que ça va servir pour la formation, ça va servir pour améliorer les études et essayer de comprendre les pathologies, et ça va servir pour faire émerger certains référents qui peuvent bien sûr guider donc les réflexions, les différentes réflexions. Je pense que je suis très content d'entendre aujourd'hui qu'au Sénégal, depuis 40 ans, il y a un centre de référence. Ça, je ne le connaissais pas auparavant. Et je me dis maintenant l'utilité des publications africaines et nous, au niveau d'Afrique, que ce soit au niveau du Nord ou au niveau du Sud, il faut qu'on revient et qu'on se consulte dans nos revues. Il faut je pense, essayer donc de publier dans nos revues, qu'elles soient régionales ou continentales, et ça nous permet donc bien sûr de se valoriser. Je suis très content qu'à Dakar, et depuis 40 ans, j'ai vu les publications depuis donc une vingtaine d'années, et je dis bravo à ceux qui sont à Dakar. Hein. Bon, en fait, la question évolue, quoi. C'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, il faut avoir un centre de référence parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes. On a besoin d'affiner un certain nombre de choses. Mais au bout d'un certain moment, en tout cas, ça a été notre politique, on a lâché un peu du lest. Le centre de référence existe toujours au niveau du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Dantec, où moi j'ai été formé. Et à un certain moment, j'étais un peu le point focal pour les maladies. Mais après, on s'est posé la question. Dakar, le Sénégal, il y a plusieurs régions. Donc, le centre va rester, mais il était important de capaciter les médecins qui sont dans les régions
pour leur permettre au moins dans un premier temps de pouvoir faire le diagnostic, de surveiller. Et ça permet de développer une expertise locale, donc qui à terme va faciliter l'accès aux soins. Mais le centre peut exister. Par contre, dans certains pays, si je prends l'exemple de la France, ils n'ont pas beaucoup de malls. Donc, pour eux, c'est une nécessité d'avoir un centre de référence. Parce que sinon, si vous avez une mall, peut-être chaque année, vous avez un seul cas, il est clair que peut-être avec le temps, vous n'aurez plus l'expertise. Maintenant, pour terminer, moi, j'avais proposé il y a quelques années, le protocole existe, hein, je peux vous l'envoyer, et j'avais dit pourquoi ne pas faire une étude multicentrique africaine. À ce moment-là, non seulement on aura un poids statistique extraordinaire, parce qu'on va compiler toutes les malls qui sont enregistrées en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord. Ça nous permet d'avoir une base de données et les conclusions qui vont être tirées de ces résultats, soit en termes d'épidémiologie ou en termes d'efficacité ou de protocole, il n'y aura pas pareil. Parce que ceux qui publient sur la mall ne sont pas plus expérimentés, plus outillés que nous. Parce que nous, c'est le pain quotidien. Alors que vous allez, par exemple, en France, ils ont un centre, mais ils ne voient pas beaucoup plus de malls que nous. Donc, quand vous calculez le nombre de choriocarcinomes qui sont pris en charge, donc je pense qu'on a intérêt, en Afrique en tout cas, à mener, c'est pas cher, ça coûterait rien du tout. Chaque pays va prendre le protocole. Djellaba va prendre sa part à Blida, peut-être d'autres collègues algériens, etc. Nous aussi à Dakar, etc. Et très rapidement, en une année, on peut avoir une base de données fantastique. Je renouvelle cet appel. Ouais. Je voulais rajouter un mot concernant l'utilité de ces centres de référence qui seront aussi utiles pour les tumeurs rares, pour lesquelles les diagnostics est vraiment difficile, justement, où il faut discuter au sein de ces centres la démarche diagnostique à établir, comme on a vu que les biopsies ou l'étude histologique n'est pas possible dans tous les cas, et aussi pour discuter les stratégies de préservation de la fertilité chez des femmes jeunes avec des tumeurs malignes, justement, dont le diagnostic est difficile à poser aussi. Très bien pour ce plaidoyer pour le centre de référence. Alors, la question qui se pose toujours à Dr. Djellaba, comment peut-on contacter le centre de référence? Donc, vous devez faire un peu de publicité, Dr. Djellaba, pour votre centre. Comment peut-on vous contacter? Soit par mon mail, que je donne à tout le monde, soit le mail du secrétariat, c'est comme vous voulez. Je laisserai mon mail, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la dernière fois, les recommandations du CNGOL, du collège algérien, on avait mis aussi le mail, mon mail et le mail du secrétariat. Voilà. À travers, il y a le professeur Adjali voilà, qui s'affiche. Smaïl, j'interviens, oui. Je suis à côté. Et le centre, ici, donc, au niveau de CHU, il faut savoir qu'il est endossé, qu'il est à côté d'un centre, du centre d'oncologie médicale où Dr Idir fait partie, et d'Anapat. Donc, il y a un environnement bien sûr à ce centre et qu'on lui demande bien sûr de s'élargir, d'essayer donc de gagner, de devenir national. Mmh. Et je pense que nous invitons tous donc nos confrères et consoeurs, lorsqu'il y a une maladie trophoblastique, n'hésitez pas à bien sûr contacter le centre. Et c'est pas pour simplement monopoliser, mais pour essayer d'améliorer, de booster donc la prise en charge de cette maladie au niveau national. Donc, on est à côté d'un centre de service d'ANAPA du CHU, à côté d'un centre d'un service d'oncologie médicale, et tout ça est un environnement favorable. Donc, je souhaite que s'il y aura d'autres centres au niveau national qui s'organisent de cette manière, ou encore mieux. C'est très, très bien parce que jusqu'à présent, nous avons été confrontés chacun dans son service à la prise en charge qui était parfois un petit peu chaoteuse puisque si on pouvait faire une monochimiothérapie, souvent donc on n'avait pas toute la panoplie de drogues pour entamer une polychimiothérapie et donc ce centre vient vraiment à point. Il faudrait peut-être en créer
au niveau régional, pas seulement un seul centre, mais donc chaque pôle régional devrait disposer de son centre pour une meilleure efficacité. J'ai entendu dire que M. Adjali est en ligne, s'il veut ajouter quelque chose ou bien participer avec plaisir. On l'a vu donc s'annoncer sur l'écran, mais je ne sais pas. On aimerait bien donc l'avoir. Oui. Je ne sais pas. Bon, je vais quand même parcourir un peu les questions pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant aussi à... Alors, une question un petit peu, je n'ai pas très bien compris. Quand la chimiothérapie est trop risquée, par exemple, insuffisance rénale, aplasie, est-il licite de ne pas réaliser de cure de consolidation? Je ne sais pas, pour Dr Idir. Alors, oui, pour la consolidation. Concernant, c'est-à-dire, c'est selon le profil de tolérance. Donc, les standards thérapeutiques, c'est de continuer de faire la chimiothérapie jusqu'à négativation de la HCG et compléter par 2 autres cures de consolidation afin d'éviter le risque de rechute. Justement, pour les patientes qui développent des toxicités, à savoir rénales ou hématologiques, donc on essaye d'adapter le protocole, d'espacer les cures au lieu de 14 jours, espacer les cures de 21 jours et essayer de respecter le protocole comme il est. Mais dans les cas d'insuffisance rénale vraiment avérée ou même donc pour les aplasies médulaires, on peut associer les facteurs de croissance à titre préventif. Mais en cas d'insuffisance rénale, comme j'ai dit, vraiment avérée et sévère, là, on peut s'en passer des 2 cures de chimiothérapie. Pour les toxicités, c'est-à-dire graves, où on peut pas récupérer, que ce soit la fonction rénale, ou rétablir le bilan hématologique le plus normalement. Très bien, très bien. Peut-être une autre question concernant un peu l'incidence de cette maladie dans notre pays. On a fait le tour, mais on n'en a pas parlé. Alors, nous, par exemple, à Ain Taïa, nous avons à peu près 8 500 accouchements par an et nous voyons entre 10 à 15 maladies trophoblastiques par an. Ça nous donne à peu près une incidence de 1 pour 500 grossesses. Alors, M. Cissé, tout à l'heure, avait avancé les chiffres qui étaient plus élevés. Alors, s'il peut nous les rappeler, M. Cissé. Oui, alors, nous, j'ai dit que dans notre service, ce n'est pas un travail national. Nous avons à peu près 1 pour 500, une maladie trophoblastique pour 500 accouchements. Alors, vous avez avancé des chiffres plus importants. Oui, mais probablement il y a un biais hospitalier parce que ces chiffres sont des chiffres d'un centre de référence. Oui. Alors, je disais, moi, j'ai quitté le centre de référence, maintenant je suis dans une autre structure. Et je peux rester des mois sans voir de môle. Donc, probablement que les choses se sont démocratisées. Et que, donc, probablement que l'incidence serait en deçà de ça. Mais on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu d'études de population. C'est aussi une question de recherche, si on peut essayer d'avoir un recensement objectif. Traditionnellement, bon, on dit que l'Afrique est un peu intermédiaire entre les pays asiatiques, où il y a à peu près 1 pour 300. Pour 100, pratiquement presque 1% pour 200. Et en Europe, 1 pour 3000. En Afrique, c'est à peu près donc, des chiffres intermédiaires. Bon, certainement. Voilà, la vérité devrait être au milieu, quoi, entre 1 pour 200, 1 pour 100, etc. Ça devrait être autour de cette fourchette-là. Alors, pour Dr Djeraba, puisque vous êtes un centre de référence, peut-être que vous pouvez préciser un petit peu plus cette incidence. Une étude a été faite où nous avons retrouvé la fréquence des MTG à la plaine de Metidja à 1,6 pour 1000. 1,6 pour 1000. Oui. C'est pas donné, donc 1 pour 800, 1 pour 700. On a utilisé comme dénominateur les grossesses.
Oui, si on a les trouvé grossesses. grossesse, tout compris, avortement, voilà ce qu'on a comme chiffre, mais on n'a pas encore, mis en accent sur ce chiffre encore. Ce serait intéressant, encore. Ce serait intéressant de préciser ces chiffres épidémiologiques. Voilà, bon, on a fait un peu le tour des questions. Si un intervenant peut ajouter quelque chose. Moi, je suis à côté, comme il y a le professeur Oukid qui n'est, pour des raisons purement personnelles, aujourd'hui n'est pas avec nous, mais je suis l'aîné dans le service, je dois parler. Je pense, oui. Je suis très content que ce webinaire donc, a pu donc faire associer, bien sûr, comme régulateur, il y a le professeur Gueroumi, on le sait, donc, donc son assiduité scientifique. Le professeur Ahmed Sissé, donc, de Dakar, dont on sait donc, son aura scientifique au niveau du Sénégal, au niveau africain, régional et au niveau, au niveau mondial. Moi, j'étais très, je savais pas, bien sûr, donc tout ce travail qui a été fait en amont plusieurs années avant sur la maladie tromboblastique, et cela me tire vers ce souhait que nous conjuguons, nous les Africains, nos efforts, comme mettant dans le même seau de temps en temps nos connaissances pour qu'on puisse tirer des conclusions. Et j'espère que la SAGO africaine, le secrétariat de la SAGO africaine, dans les congrès qui vont venir, se penche sur ces questions-là, que ce soit donc les questions donc, qui, bien sûr, sont assez épineuses dans certains pays d'Afrique. Et je pense que la maladie tromboblastique doit faire, à mon avis, doit faire partie de ce programme donc, futur. Et j'espère que dans les prochaines manifestations scientifiques, dans les prochains webinaires, on pourra peut-être trouver d'autres terrains communs qui peuvent nous intéresser. Voilà, donc je laisse au professeur Gueroumi, et je le remercie bien sûr pour sa sagesse, encore une fois, pour le temps qu'il nous a donné et a accepté de modérer donc, cette séance de webinaire. Non, c'est un honneur pour moi, d'autant plus que l'équipe de Blida sont très chers, très proches pour moi. Je remercie aussi le professeur Sissé, c'est vraiment un travail extraordinaire qu'il a réalisé avec son centre de prise en charge. Je remercie tout le monde, Dr Idir, pour l'actualité qu'elle nous a prodiguée. Et puis également, Dr Djeraba, et nous attendons votre travail de thèse. C'était une des questions. Donc là, ça va être de grands apports. Alors, on m'a annoncé que nous avons eu plus de 1950, il y a un quart d'heure de participants. Donc, c'est appréciable. Et que le prochain webinaire se déroulera le mercredi 1er juillet. Donc, il sera consacré à la prématurité actuelle. Et encore une fois, je remercie les... Ismaël, c'est avant de clôturer, peut-être... il y a le professeur Chafi qui nous a bien sûr manqué. De toute façon, on le remercie pour l'effort qu'il a fait, mais je pense qu'il y a un problème technique qu'il n'a pas pu régler. Professeur Chafi, personne, bien sûr, son intervention était très attendue. Malheureusement, de toute façon, on le remercie. Et je remercie encore Dr Idir parce que je découvre une icône à France Fanon dans la chimiothérapie. Donc, je la remercie vivement et je l'encourage à aller au-devant. Merci à tout le monde, ceux qui ont assisté. Professeur Sassib, merci Ahmed et à tout le monde, ceux qui me connaissent. N'oublie pas Mansour. Hein? Ok. Allez, à très bientôt et salutations à Saïd Oukid. Allez, salam. Merci tout le monde. Merci.
Allez. Merci, à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Inch'Allah. Et bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Non, avance. Non, non.